Moi, je m'appelle Anne, je suis la directrice générale du réseau Actionnel. C'est moi qui vais vous présenter cette webconférence pour aujourd'hui. Donc, on est là avec l'ADI. C'est un cycle de 4 conférences qu'on va faire tout au long de l'année. La première est donc dédiée à la création d'entreprise et aux bons conseils pour bien démarrer. Normalement, Winnie devrait revenir rapidement pour vous présenter l'ADI et tout ce que l'ADI peut faire pour vous, mais je crois que vous connaissez déjà pour la plupart. C'est par l'ADI que vous êtes arrivé jusqu'ici, donc a priori vous devriez connaître les services de l'accompagnement de l'ADI. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus global sur toutes les bonnes idées pour créer son entreprise. Donc je passerai rapidement sur qu'est-ce qu'elle a dit. J'espère qu'on y reviendra tout à l'heure pour vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que je ne suis pas la personne la plus mieux placée pour vous parler de ça, mais en tout cas, l'ADI vous accompagne et vous finance surtout partout en France. Et on est donc là aujourd'hui pour parler plus spécifiquement de la première étape quand on est entrepreneur, c'est-à-dire la création d'entreprise. Je vois dans le chat, est-ce qu'on aura le support? Alors, vous aurez de toute façon un replay sur la chaîne YouTube de l'ADI. Donc, à ce moment-là, vous pourrez revoir le support lors du replay. Mais non, je ne crois pas qu'il est prévu qu'on vous envoie le support. Le plus important, c'est ce qu'on va vous raconter. Donc, de bien écouter et de poser vos questions, surtout dans le chat. J'ai Lise avec moi aujourd'hui qui est connectée, qui voit toutes vos questions et qui va pouvoir me faire passer les plus importantes. Je voulais commencer par vous parler un petit peu de la création d'entreprises en chiffres en France. Vous savez qu'on est une nation d'entrepreneurs, en tout cas c'est ce qui se dit. Il y a eu plus d'1 million d'entreprises créées en France en 2021. Alors 2021, vous allez me dire, il y a quand même un effet rattrapage Covid qui est évident, mais quand même en 2022 et 2023, c'est une tendance qui perdure. Donc on a vraiment énormément d'entreprises qui sont créées. Alors, on mélange tout. On mélange les entreprises, les micro-entreprises qui sont là pour faire un complément d'activité et puis les grosses entreprises qui sont là pour dégager un revenu optimum. Et parmi tout ça, 40% de ces entreprises sont créées par des femmes. Donc, nous, chez Actionnel, on est là vraiment pour accompagner les femmes. Donc, c'est plutôt un chiffre qui nous fait plaisir, bien sûr. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. Et bien sûr, notre rêve, c'est d'arriver à une parfaite parité pour que les projets des femmes soient plus pérennes et qu'il y en ait plus. Ah, Winnie is back! Yes, I'm back. Bon, j'ai eu Écoute, j'ai meublé comme j'ai pu. J'en étais au chiffre de la création d'entreprise en chiffres. Je te propose qu'on termine cette slide-là et après on reviendra un petit peu en arrière sur les chiffres de l'ADI. Donc, merci, Anne. Je t'en prie. J'étais en train de dire que 40% des entreprises en France sont créées par des femmes. Donc, ça, c'est un chiffre qui nous fait plaisir, qui est en constante augmentation, mais qu'on aimerait bien voir encore plus important. Il y a eu plus 17% de création d'entreprises entre 2020 et 2021. On est toujours sur la même tendance entre 2021 et 2022. Donc, c'est quelque chose qui évolue bien et qui évolue positivement. Et enfin, le dernier chiffre, celui qui me plaît le plus en tant qu'organisme d'accompagnement, et je suis sûre qu'il parlera à l'ADI également, c'est que 82% des entreprises accompagnées pendant et après leur création sont toujours pérennes et actives à plus de 3 ans. Quand on n'est pas accompagné, ce chiffre chute à 66%. Donc, le message, c'est vraiment faites-vous accompagner. Ça, on le répétera pendant tout le long de ce webinaire. L'accompagnement, trouvez le mode d'accompagnement qui vous convient et faites-vous accompagner dans la création d'entreprise. Tous ces chiffres-là, je ne les tire pas de mon chapeau. Ils sont compilés et mis en forme par BPI, qui est un peu le grand Manitou de la création d'entreprise en France et qui est un collectif qui s'appelle CapCréa, qui regroupe toutes les structures reconnues de l'accompagnement, dont l'ADI fait partie et dont Actionnel fait partie également. Winnie, je te laisse la parole du coup pour nous représenter l'ADI. Merci beaucoup, Anne. Écoutez, toutes mes excuses. J'ai eu un énorme souci d'Internet, comme vous avez dû le remarquer. Je parlais, mais en fait, j'avais plus de connexion. Donc voilà, je me suis reconnectée et ravie de pouvoir rejoindre à nouveau cette conférence. Voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est la première fois que vous participez à une webconférence de l'ADI ou
ou est-ce qu'il y a des habitués? Ah ben voilà, c'est assez partagé. Là, c'est la semaine de campagne Adi, donc il y a vraiment pas mal de webconférences. Si vous êtes vraiment en période de création ou même à n'importe quelle étape, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous ou même à assister à nos webconférences. Donc, pour les personnes qui assistent à la toute première fois à nos webconférences et qui ne savent vraiment pas qui on est, du coup, nous sommes une association française qui est reconnue d'utilité publique, qui défend l'idée vraiment que chacune, chacun peut entreprendre si vraiment vous avez accès à un financement, mais pas juste un financement, c'est un financement qui doit être aussi accompagné et qui soit professionnel, personnalisé, puisqu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même chapeau. Donc voilà, et il faut que le financement, l'accompagnement soit fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Voilà, nous sommes un énorme réseau de spécialistes voilà, qui financent, qui accompagnent tout créateur d'entreprise ou chef d'entreprise pour vraiment faire en sorte qu'il y ait une économie plus solidaire et responsable. Donc, si vous voulez avoir juste une ordre d'idée, on a financé et accompagné plus de 33 000 personnes en 2022. On est présent partout en France, en Hexagone, en Outre-mer, avec 176 antennes et 390 permanences. Et bien sûr, on ne pourrait pas faire tout le travail que l'on fait sans nos plus de 1000 bénévoles qui sont là pour répondre surtout à vos besoins d'accompagnement, mais aussi aux salariés de l'ADI aussi. Et bien sûr, gros coup de chapeau à tous nos partenaires qui répondent présents pour organiser des événements avec nous, pour recevoir du coup les personnes que nous accompagnons, que nous finançons. Et parmi ces partenaires, il y a Actionnel qui a accepté d'organiser cette webconférence avec nous. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Voilà, donc on peut continuer. Très bien. Eh bien, écoutez, j'en profite. J'ai vu passer des questions sur le chat. On me demandait combien d'entreprises ont fermé depuis 2021. Ben, je vous propose de faire un petit exercice de calcul mental. Je n'ai pas le chiffre précis, mais sachant qu'il y a eu 1 million d'entreprises créées en 2021 et que 66% des entreprises non accompagnées, accompagnées sont toujours actives à plus de 3 ans. Donc, ça veut dire qu'en 2024, il y a 33% des entreprises, de ces 1 million d'entreprises qui ont malheureusement fermé par défaut d'accompagnement. Vous faites le calcul. Donc, du coup, si on devait faire un petit tour de table, toujours mettez vos réponses dans le chat. Il y a Lise qui est avec nous pour y répondre et Winnie également. Quelle est la principale? Vous êtes toutes porteuses de projets, a priori, vu que c'est le sujet de cette webconférence aujourd'hui. Donc, en tant que porteuse de projet, quelle est la principale raison qui vous pousse aujourd'hui à entreprendre? Allez-y, on attend vos réponses et on verra après si vous êtes raccord avec les tendances globales qui émergent des sondages que BPI lance tous les ans. Alors, je vois être libre, donner du sens aussi, ça revient souvent. S'exprimer, il y a Madame Vautrin, exprimer mes acquis, apporter un plus. L'autonomie, la liberté. L'épanouissement personnel. Être aligné avec ses valeurs. Être sa propre patronne. Ouais. Effectivement, pouvoir gérer son temps, plus d'autonomie. Les patrons ne sont pas toujours très agréables. Ils ne se reconnaîtront, je pense. Ok, très bien. Super. M'organiser avec ma famille. Parfait. Il y a une personne en reconversion professionnelle aussi. Oui. Oui, c'est souvent le cas. En général, quand on cherche à entreprendre, on a parfois vécu une plus ou moins bonne expérience dans le monde du salariat et on aspire à plus de liberté, vivre de sa passion et puis avoir plus d'autonomie. Alors, merci à toutes pour toutes ces réponses. Si on observe les motivations des femmes à créer leur entreprise, alors là encore, c'est BPI qui nous donne ces chiffres. Je vous ai mis en rose les chiffres qui concernent les femmes et en gris les chiffres qui concernent les hommes. Donc, effectivement, être son propre patron, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, on est 24% à le vouloir
exercer une activité conforme à ses valeurs. Vous voyez qu'on est à 21% de femmes et plutôt 18% d'hommes. Donc, en général, ce qui motive les femmes à créer leur entreprise, c'est vraiment d'avoir une activité plus alignée avec ses valeurs. Vous l'avez beaucoup cité dans le chat. Réaliser un rêve aussi. 31% de femmes qui veulent réaliser leur rêve en lançant leur entreprise, alors qu'on n'est qu'à 17% d'hommes. En revanche, ce qui me dérange un petit peu plus, et tu me diras ce que tu en penses, Winnie, dès qu'on commence à parler d'argent, c'est-à-dire qu'on n'est que 20% de femmes à vouloir augmenter son revenu quand on crée son entreprise, alors qu'on est à plus de 30% d'hommes qui mettent ça comme une motivation première. Alors, on n'est pas là pour être vénal, mais quand même, il faut se rappeler que quand on crée une entreprise, c'est pour pouvoir en vivre, c'est pour pouvoir se dégager un revenu et un revenu confortable et vivre de son activité. Parce que non, ça ne s'appelle pas une entreprise, ça s'appelle un hobby, c'est très bien aussi, mais, mais du coup, ça ne permet pas de faire vivre soi et sa famille. Donc, chez Actionnel, on cherche vraiment à faire en sorte que les projets des femmes soient suffisamment bien dimensionnés et bien financés également, on le verra tout à l'heure, pour qu'elles puissent vivre confortablement de leur activité et justement être indépendantes et avoir la liberté financière dont vous parlez dans le chat. Pour avoir cette liberté financière, il faut gagner de l'argent et créer des entreprises pérennes et viables. Et c'est en ça que Actionnel vous accompagne. Tout à fait. C'est comme j'ai bien aimé, comme Madame Nadal a noté, gagner un revenu que je mérite. Exactement. Se rémunérer à sa juste valeur, c'est un de nos chevaux de bataille également. Alors, maintenant, on va passer plutôt sur vos craintes. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la création d'entreprise en un mot? Donc, vous êtes toutes à peu près au même moment de votre projet. Vous n'avez pas encore immatriculé, vous êtes porteuse de projet ou alors peut-être au tout début de votre activité, vous allez pouvoir nous le dire. Et qu'est-ce qui vous fait peur? Quelle est votre plus grande crainte dans la création d'entreprise aujourd'hui? Il y en a beaucoup, mais la plus grande. Se disperser. Oui. L'administratif, oh là là, oui. La stabilité financière aussi, hein. Et l'acquisition de clients. Oui. Les revenus. Effectivement, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Ne pas réussir à trouver des clients. Les charges, alors les charges, ça dépend ce qu'on met dans les charges. On verra qu'il y a des charges quand même très utiles et je souhaite à tout le monde de payer des charges parce que ça veut dire que vous avez des clients et que vous gagnez de l'argent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est pas faux. Ou même ne pas réussir à établir mes prix correctement, dit Madame Lazadec. Fixer ses tarifs, c'est aussi une crainte. Oui, ça rassemble vraiment tout, un peu. Ok, du coup, regardez, si on regarde le top 3 des craintes des entrepreneurs, toujours selon BPI, on a le manque de crédibilité. Vous avez certaines l'ont évoqué. L'investissement trop élevé, ça peut faire peur quand on a notamment des machines à acheter, beaucoup d'équipements qui coûtent cher, un gros investissement de départ pour lequel on va avoir besoin de financement. Et enfin, un revenu insuffisant ou instable à 17%. Quand on crée son activité, la peur de ne pas avoir un salaire fixe établi par un patron qui tombe à la fin du mois sur son compte. Et pour répondre à ces craintes-là et pour répondre à toutes les autres craintes que vous avez évoquées, il y a une solution, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, ça va vraiment être la solution pour planifier, pour prévoir, pour pouvoir savoir où vous allez avec votre activité et du coup, lever toutes ces craintes. Alors, je m'interromps pour répondre à Ludivine qui demande si on accompagne les entreprises dans le secteur agricole. Je dirais oui, pourquoi pas, étant donné que Actionnel ne vous apprendra jamais votre métier. Que vous soyez coiffeuse, agricultrice, bouchère ou routière, on ne va pas venir vous apprendre à conduire un camion, on ne va pas vous apprendre à couper des cheveux. En revanche, on va vous apprendre votre métier de chef d'entreprise. Et ça, on y reviendra à la fin dans ce qu'on vous propose comme accompagnement. Mais quel que soit le secteur de votre entreprise, effectivement, le métier de chef d'entreprise, c'est-à-dire la gestion, c'est-à-dire la prospection commerciale, la démarche et la posture entrepreneuriale, elle est la même, quel que soit le secteur.
Et j'ai une petite question, Oui, Anne, est-ce que c'est normal d'avoir des craintes? bien Est-ce qu'on sûr. doit être coupable d'avoir peur de se lancer? Écoute, Winnie, je pense que si on n'avait pas de crainte, on serait tous un petit peu inconscients, Mmh. inconscientes. Mais oui, oui, et c'est normal d'avoir des craintes. Ça veut dire on est consciente de l'ampleur de la tâche. Après, ces craintes, encore une fois, on va le voir, elles se traitent très facilement par l'anticipation Tout à fait. et Ne la pas rester planification. juste sur ses craintes, mais se faire accompagner. Oui. Et en particulier en ce qui concerne la partie financière et la partie budgétaire des entreprises, tu sais que quand on va chercher des financements auprès d'organismes, comme l'a dit, ou auprès de banques, euh, moi j'ai discuté avec des banquiers qui disent que un dossier porté par une femme sera toujours plus prudent parce qu'on a tendance à vraiment avoir des craintes, donc à calculer, à donner des chiffres carrés. Et en général, les banquiers sont en recherche de ce type de dossier carré, alors que parfois, après, il ne faut pas faire de généralité, mais parfois, les dossiers portés par les hommes sont plus. Ils ont peur de rien, ils sont tête brûlée, ils foncent et ils se plantent. Et donc, justement, le fait de craindre, ça nous permet d'anticiper et ça nous permet au final d'avoir des fondations plus solides sur nos projets. On enchaîne. Du coup, est-ce que vous faites partie, donc si la solution est l'accompagnement, mis à part celles qui sont accompagnées par l'ADI, est-ce que vous faites déjà partie d'un réseau d'accompagnement ou d'un dispositif qui vous permet de vous accompagner lors de votre création d'entreprise? Allez-y. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas encore. Je préfère le pas encore que le pas du tout. Tout à fait. La CCI, oui, la CCI, BGE, ça c'est la CMA. La Il y a CMA, c'est quelqu'un qui la ne sait pas chambre comment choisir. d'artisanat. Ouais. Il Une y a comptable, vraiment des alors, réseaux pour les tout. comptables, on les aime bien, ils peuvent nous rendre beaucoup de services, ils ne vont pas tout faire. Les comptables, ça peut être utile pour certaines parties du projet, mais pas pour tout. Mmh. Donc, du coup, on va voir justement qui peut vous accompagner et comment vous faire accompagner. Tout à fait et il y a vraiment des réseaux pour tout, quoi. On peut vraiment trouver, le réseau qui vous pourrez trouver le réseau qui vous convient, vraiment qui peut vous aider à avancer dans votre projet. Je connais même un réseau pour, les mamans entrepreneurs qui s'appelle Mampreneur. Donc vraiment pour, voilà, ce sera, qui organise des rencontres, des cafés entre les mamans qui sont entrepreneurs. Donc c'est aussi important de voir, en fonction de où vous êtes, en fonction de votre projet, ou même, voilà, est-ce que, si vous êtes maman, vous pouvez aussi faire partie d'un réseau, voilà, c'est bien de s'entourer de femmes chefs d'entreprise et qui sont mères. Totalement. Donc, voilà et ça n'empêche pas que vous enfin d'intégrer d'autres réseaux. Voilà. On me demande souvent quelle est la différence entre Actionnel et Mumpreneur ou entre Actionnel et Bouge ta boîte ou Femmes des Mmh. territoires. Enfin, il y en a beaucoup de réseaux Oui. de femmes chefs d'entreprise. En l'occurrence, moi, je trouve qu'il est très important de se renseigner sur chaque réseau. Chacun a Tout à son fait. ADN, chacun a ses spécificités. On est extrêmement complémentaires les uns des autres. Mmh. Et donc, du coup, il faut ensuite choisir celui auquel nos valeurs correspondent et nos besoins correspondent à un instant T. Parce que c'est Mmh. vrai que intégrer un réseau, ça va vous demander de l'investissement. Investir en soi, c'est extrêmement important. Ça va vous demander de l'investissement en temps et ça va vous demander de l'investissement en argent également parce que les accompagnements sont parfois payants ou finançables en partie, etc., etc. Mais de toute façon, même si l'argent ne sort pas de votre poche à vous, il sort d'une poche quelle qu'elle soit. Donc, c'est important de savoir la valeur vraiment que ça va vous ajouter. Je vois quel est l'intérêt de rejoindre un réseau de femmes. Bah, justement, c'est se faire accompagner. Et pourquoi que des femmes? C'est vraiment une question d'affinité personnelle. Il y a des réseaux Mmh. mixtes, il y a des réseaux réservés aux femmes. C'est vraiment vous qui voyez lequel vous correspond le mieux. Moi, tant que vous vous faites accompagner, que ce soit par Actionnel ou par autre chose, Mmh. l'important, c'est de se faire accompagner. Tout à fait et je dirais, il y a des réseaux, c'est vraiment pour, réseauter comme son nom l'indique, pour, être en relation avec d'autres entrepreneurs. Après ça, on vous dit pas d'aller, uniquement vers des réseaux femmes, ou enfin, il y a aussi des réseaux mixtes. C'est vraiment selon vous, ce dont vous avez besoin et il y a des réseaux que pour le côté réseautage, mais il y a des réseaux qui font, vous réseautez, mais on vous accompagne aussi comme actionnel. Oui. C'est pas juste un réseau pour mettre en relation. Peut-on être accompagné par plusieurs associations? Oui, totalement. Encore une fois, il ne faut pas se disperser parce que c'est un investissement en temps
et en argent éventuellement. Donc, il faut vraiment choisir celui qui vous correspond le plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on reviendra en fin de conférence sur l'accompagnement, quel accompagnement propose Actionnel, en quoi on est différent des autres, etc. etc. Mais là, moi, je suis venue pour vous donner de la formation ouverte qui concerne tout le monde, ceux qui sont accompagnés par Actionnel ou pas, et c'est sur comment créer son entreprise et quelles sont les étapes pour bien démarrer son entreprise. Je vous voyais tout à l'heure, qu'en est-il au niveau financier ou alors à quel moment vous avez besoin d'un expert comptable? Justement, c'est ce genre de questions auxquelles on va répondre tout de suite. Alors, quand on crée son entreprise, il y a plusieurs étapes qui sont, premièrement, il faut avoir une idée. Deuxièmement, il faut faire une étude de marché. Troisièmement, il faut faire un chiffrage. Il faut aller chercher du financement. Il faut choisir son statut juridique. Et enfin, il faut immatriculer. En général, quand je présente cette frise, quand on fait des ateliers de sensibilisation comme aujourd'hui, que ce soit auprès du public de l'ADI ou d'autres publics, tout le monde me dit « Ah, mais oui, mais moi, j'ai déjà fait, j'en suis presque à la création. » En général, on se voit plutôt vers la fin, vous voyez, presque à la dernière étape. Mais on va voir ensemble toutes les étapes et après, je vous poserai la question à quelle étape vous vous situez. Mais en général, il est possible que vous apercevez que les premières étapes ont été un petit peu zappées dans votre parcours et donc du coup, peut-être qu'il va falloir revenir dessus avec des professionnels pour vous accompagner parce que ça, c'est vraiment les fondations de votre projet. Toutes ces étapes qu'on appelle anté-création, c'est-à-dire avant l'immatriculation, elles sont super importantes pour ensuite assurer la pérennité de votre entreprise. Du coup, première étape, on va évaluer et valider son idée. Donc, en général, quand on veut créer une entreprise, bonne nouvelle, on a une idée. Rares sont les personnes qui disent « Moi, je veux créer une entreprise, peu importe dans quoi, tout ce que je veux, c'est être patron. » Il y en a. Ceux qui sortent d'école de commerce, ils veulent absolument créer une entreprise, mais ils ne savent pas en quoi. En général, on part d'une idée, on part d'une passion, on part d'un véritable savoir-faire différenciant qui est à vous, qu'on ne pourra jamais vous enlever. Et on veut en faire une activité pérenne et une activité économique. Donc, comment est-ce qu'on va évaluer et valider cette idée? On va d'abord la définir, c'est-à-dire savoir l'expliquer et pouvoir lister en toute objectivité les pour et les contre, parce qu'il n'y a jamais d'idées qui sont 100% positives, il y a des très très bonnes idées, mais elles ont forcément une contrepartie. Donc, il va falloir lister tous les tenants et les aboutissants de son idée. Par exemple, vous voulez ouvrir un commerce, c'est super. Vous allez être au contact de la clientèle, c'est super. Vous aimez vraiment le rapport avec les gens, discuter, etc. et tout, c'est super. Et les contres, c'est qu'avoir un commerce physique, ça veut dire payer un loyer, être dépendant de la météo, parce que quand il pleut, les gens sortent moins de chez eux, être dépendant des grèves, ou s'il y a des travaux dans votre rue, la rue est coupée, il y a moins de gens qui passent devant votre boutique, tout ça, vous allez essayer d'en faire la liste la plus exhaustive possible pour savoir quels sont les pour et quels sont les contre de votre idée. Ensuite, deuxième point, il va falloir vérifier les conditions d'installation. Parce que même si on a des super idées, peut-être qu'il faut un diplôme pour s'installer, peut-être qu'il faut une autorisation, peut-être qu'il faut une certification. Par exemple, en France, pour vendre des gâteaux ou couper des cheveux, vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain de vous improviser pâtissier ou coiffeur, il va falloir une certification pour cela. Peut-être qu'il va falloir une autorisation de la part de la mairie ou de la part des bâtiments de France pour ouvrir telle ou telle enseigne à tel endroit. Les fast-foods, par exemple, ne peuvent pas s'implanter n'importe où. Ou alors, si vous avez un restaurant qui vend de l'alcool, il ne peut pas s'implanter à moins de 50 mètres d'une école. Toutes ces réglementations-là, elles sont disponibles, elles sont ouvertes à tous, elles sont disponibles sur les sites du service public. Il va falloir vous faire accompagner pour vérifier vos conditions d'installation. Et enfin, troisième point, il va falloir faire son bilan personnel. Et c'est là où c'est très difficile à faire seul et où vous pouvez vous faire accompagner pour le faire, c'est-à-dire vérifier que votre projet soit en adéquation avec qui vous êtes et ce que vous faites actuellement. C'est ce qu'on appelle l'adéquation femme-projet. Un diagnostic chez Actionnel, c'est la première étape quand vous rentrez chez Actionnel, c'est vraiment ça. Ça prend 1h30 avec une experte qui va vraiment soulever les points un par un de votre projet pour savoir si, oui ou non, vous êtes bien aligné avec votre projet. C'est-à-dire que
Par exemple, si dans votre vie personnelle, vous êtes en fin de droit Pôle emploi, que vous avez plusieurs enfants à charge, que vous avez un crédit à rembourser et que votre projet professionnel, il implique un démarrage lent avec une clientèle à construire qui fait que vous n'atteindrez pas votre niveau de chiffre d'affaires avant 1 ou 2 ans, ça va forcément coincer quelque part. Parce que d'un côté, vous avez besoin de revenus tout de suite et de l'autre côté, vous avez une activité qui va mettre du temps à démarrer. Donc, rien n'est impossible, mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Il faut penser bien en amont pour pouvoir mettre des solutions en face de chaque problème. Tu voulais ajouter quelque chose, Winnie ? Non, c'est tout à fait cohérent et parfois, dans la partie définir son idée, on peut avoir une super idée et se dire parfait, ça va marcher, mais voilà, si on ne se renseigne pas autour, si on ne fait pas des études de marché, si on ne questionne pas les gens, on ne peut pas savoir si ça répond vraiment à un besoin. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une idée que forcément, elle est l'idée qui va marcher. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter de vraiment vérifier si c'est cohérent, si ça répond à un besoin. Ça, on le verra dans l'étape étude de marché, mais oui, tu as raison, il faut toujours vérifier si c'est cohérent. Et je vois passer des questions sur le chat de personnes qui disent qu'ils sont bloqués ou au niveau du chiffrage ou bloqués au niveau de l'étude de marché. Ça encore, la réponse au blocage, c'est vraiment l'accompagnement mais pas la délégation. Ça, on le verra tout à l'heure, justement, lors de la prochaine étape, c'est-à-dire étudier le marché. Merci, Winnie, tu m'as offert ma transition sur un plateau. Donc, effectivement, l'étude de marché, c'est un grand mot que tout le monde utilise. Oui, j'ai fait mon étude de marché. OK, très bien. Mais comment est-ce qu'on fait réellement une étude de marché ? Une étude de marché, ça veut dire analyser l'environnement, c'est-à-dire la clientèle, la concurrence et les attentes du secteur, comme vient de le dire Winnie. Comment est-ce qu'on analyse cet environnement ? J'ai vu passer tout à l'heure des personnes dans le chat qui disaient comment diffuser un questionnaire, etc., etc. Vous allez voir, quand vous vous lancez dans la création d'entreprise, il y a beaucoup de juniors entreprises ou il y a beaucoup de coachs payants qui vous proposent de faire votre étude de marché à votre place. Et ça, c'est bien, c'est pratique, c'est super. De toute façon, à partir du moment où vous voulez créer votre entreprise, plein de gens vont vous proposer de faire plein de choses à votre place. Et c'est le « à votre place » qui pose problème, parce qu'il faut se faire accompagner, mais il ne faut surtout pas déléguer. Il est très important de mettre les mains dans le cambouis et d'aller vous-même étudier votre marché. Parce que c'est vraiment la porte d'entrée vers vos prospects. Vos premiers clients, vous allez les rencontrer pendant votre étude de marché. Donc, du coup, comment analyser son environnement ? Bien sûr, il y a les questionnaires en ligne qu'on peut diffuser. Toutefois, si vous aviez décidé d'ouvrir une mercerie à Arras, il n'y a aucune raison de diffuser un questionnaire en ligne avec des gens qui vont répondre alors qu'ils sont à Toulon. Parce que les personnes qui ont répondu ne passeront jamais la porte de votre boutique. Et il faut vraiment que vous vous adressiez directement à vos clients. Si vos clients sont sur Internet, le questionnaire en ligne a du sens. En revanche, si vos clients sont à côté de chez vous, il va falloir que vous alliez faire du porte-à-porte, faire du boitage dans les boîtes aux lettres et aller rencontrer les clients qui sont à côté de chez vous, aller rencontrer vos concurrents qui sont à côté de chez vous parce que c'est eux qui vont pouvoir répondre à vos questions. Tout à fait. Et ce, même si on est timide ou il faut sortir de sa zone de confort et vraiment aller frapper aux portes, aller questionner les gens parce que si vous voulez être chef d'entreprise, il va falloir oser. Et en plus, en général, les gens sont hyper contents qu'on leur demande de leur avis. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à collecter votre première base de données sur laquelle ensuite vous allez pouvoir communiquer et construire votre clientèle. Les gens que vous aurez questionnés pendant votre étude de marché, ça sera les premiers à vouloir ensuite suivre votre projet et devenir vos clients quand vous serez en mesure de les servir. Donc, analyser l'environnement, super important. Formaliser l'étude de marché. Une étude de marché, c'est comme un business plan, c'est comme une rédaction au collège. Il y a un certain cadre et une certaine forme à respecter. Il y a une introduction, il y a une conclusion, il y a un certain formalisme entre les deux. Et il est très important d'apprendre à faire une étude de marché. Personne se réveille le matin en disant
je sais faire une étude de marché. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y en a certains qui l'apprennent à l'école dans le cadre de leurs études. Si on ne l'a pas appris à l'école, on va l'apprendre dans le cadre de son accompagnement. Et c'est super important parce que si vous le faites à votre place, enfin si quelqu'un le fait à votre place, vous n'aurez pas la technique, parce qu'une étude de marché, ça se fait une fois au début, et puis on va la réactualiser, et puis on va prendre des réflexes, et puis on va corriger au fur et à mesure son idée. Il va avoir la V1, la V2, la V3, et on va ajuster au fur et à mesure. Et ces réflexes de formalisme de l'étude de marché, c'est des choses qui vous serviront pendant toute votre vie d'entrepreneur. Tout à fait. Et vous aurez, voilà, quand on vous demandera en quoi consiste votre projet, voilà, vous ciblez qui, quels sont vos concurrents, voilà, quels sont les chiffres clés, vous aurez vraiment tous les arguments parce que vous aurez effectué une étude de marché. Voilà. Et si vous si c'est quelqu'un qui fait à votre place, vous ne pourrez pas dire à un financeur, ah, mais je vais appeler telle personne, voilà, c'est elle qui a fait l'étude de marché à ma place. Exactement. Donc, et en plus, on verra tout à l'heure dans les financements, mais enfin, il est très important que vous ayez vraiment la main et que vous maîtrisiez vos chiffres et vos données. Et le meilleur moyen de maîtriser ces chiffres et ces données, c'est d'en être soi-même à l'origine. Donc, je ne dis pas, il faut bien sûr du contexte, enfin, le site de l'INSEE, par exemple, avec toutes les données démographiques, c'est une mine d'or pour savoir où s'implanter, s'il y a plus de familles qui vivent là où vous voulez vous implanter, ou enfin voilà, tout ce genre de choses, c'est important de les prendre en compte, mais ça ne suffit pas, il faut vraiment aller creuser et aller sur le terrain avec son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de sa clientèle. Et une fois que vous avez formalisé cette étude de marché, elle va vous permettre de définir votre stratégie, c'est-à-dire fixer ses objectifs, savoir combien de chiffres vous allez pouvoir tirer avec votre entreprise et commencer à prévoir les moyens pour les atteindre. On parlait tout à l'heure de personnes qui ne savaient pas comment fixer leurs tarifs. C'est vrai que c'est une grande question. Je ne sais pas comment fixer mes tarifs, etc., etc. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses qui rentrent en compte pour fixer ces tarifs, mais la première étape pour réussir à fixer ses tarifs de manière cohérente et rentable, c'est bien connaître son étude de marché pour pouvoir s'adapter justement à son marché et positionner ses tarifs en fonction de son marché. Je vois quelqu'un qui me pose une question sur déposer un brevet. Je ne sais pas si c'est un rapport ou pas avec l'étude de marché. Si vous parlez de comment déposer un brevet, dans l'absolu, on y reviendra tout à l'heure. Donc, la troisième étape, et là, ça va te parler certainement, Winnie. Une fois qu'on a fait son étude de marché, qu'on sait à peu près comment on se positionne par rapport à son marché, il va falloir chiffrer son projet. Pour chiffrer son projet, il faut définir son business model. Le business model, c'est un mot intelligent pour dire clairement comment est-ce que mon entreprise va gagner des sous. Parce que si mon entreprise va gagner des sous, ça va me permettre, moi, de gagner des sous. Donc, c'est vraiment la question que vous devez vous poser à la base. Pour cela, il va falloir lister les entrées et les sorties d'argent pour préparer ces tableaux financiers. On me demandait tout à l'heure à quel moment un comptable doit intervenir. C'est pas encore tout à fait là, parce que votre comptable, il va pas être en mesure de lister vos entrées et vos sorties d'argent si vous n'êtes pas en mesure, vous, de savoir quelles sont vos entrées et vos sorties d'argent. Vous devez être en mesure d'évaluer combien de marchandises ou combien de services ou combien de prestations vous allez vendre, à quel prix, à qui, et combien ça va vous coûter en face. Là, les sorties d'argent, ça va être les abonnements, les loyers, les salaires éventuels de vos collaborateurs, votre protection sociale, etc., etc. Donc, tout ça, pareil, ça demande un petit peu de connaissances et ça s'apprend. Ça ne peut pas s'inventer, ça ne peut pas se faire au pif. Il faut vraiment faire une étude poussée de savoir exactement combien ça va vous coûter et pouvoir chiffrer dans sa manière globale son projet. Et quand on dit chiffrer son projet, on vous demande de le chiffrer avec des vraies données, c'est-à-dire pas avec les données adoucies des premières années. Vous savez qu'on a la chance d'avoir un pays qui soutient l'entrepreneuriat et il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place pour aider les jeunes entreprises dans les premières années. Je pense à l'ACRE, par exemple, je pense à un certain nombre d'exonérations de la CFE, etc., qui font que vous avez des charges allégées les premières années de vos créations. Mais à un moment donné, ces aides-là s'arrêtent.
Et vos tarifs et vos charges, vous allez les définir une fois que ces aides-là seront arrêtées. Parce que sinon, c'est pas parce que vous allez soudainement devoir rentrer en crédit de TVA ou c'est pas soudainement parce que vous avez plus l'ACRE que vous allez subitement augmenter vos tarifs. Donc, vos tarifs, vous les fixez avec, dès le départ, les charges réelles de votre entreprise et pas celles réservées aux jeunes entreprises. On demande si un tableau financier est classiquement sur année calendaire. Pas du tout. C'est vous qui choisissez à quelle date vous clôturez vos comptes, à quelle date vous clôturez votre bilan. Vous pouvez être du 31 décembre au 31 décembre, vous pouvez être du 1er juin au 1er juin. C'est à vous de décider. Vous pouvez même décider que votre première année de bilan se fasse sur 18 mois. En général, c'est ce qui arrive quand on immatricule en cours d'année. Et ben voilà, la première année, elle fait 18 mois et les autres années font 12 mois. C'est comme ça qu'on rattrape. Ça, honnêtement, c'est de la technique. C'est pas super important de savoir à quel moment vous clôturez. Une fois que vous avez listé ces entrées et ces sorties d'argent, on va pouvoir construire son business plan. C'est vraiment lui qui atteste de la viabilité du projet. C'est celui qui sert à convaincre les partenaires, les investisseurs, les banquiers, etc., etc. Alors, chez Actionnel, on rencontre beaucoup de femmes qui ont un projet et qui disent « Oui, mais moi, je suis toute seule. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de financement. Oui, mais moi, je ne vais pas acheter des grosses machines, donc je n'ai pas besoin de business plan. » Donc là, spoiler, je vous le dis, tout le monde a besoin d'un business plan. Quelle que soit la taille de votre projet, quel que soit votre besoin en financement, tout le monde a besoin d'un business plan. C'est super important pour vous. C'est important pour les autres, mais c'est surtout important pour vous. On parlait de crainte tout à l'heure. C'est normal d'avoir peur. Une fois que vous avez mis tout sur le papier et que vous avez des chiffres dans des cases qui vous prouvent que vous allez y arriver, c'est beaucoup plus facile d'y arriver. C'est peut-être le mot business plan. Pardon ? Oui, je dis, c'est peut-être le mot business plan qui fait peur. C'est peut-être le mot business plan qui fait peur, mais enfin, appelez-le tableau avec des chiffres si vous voulez, mais appelez-le tableau de bord, appelez-le feuille de route, mais en tout cas, un business plan, déjà, il vous sera demandé par plein d'étapes par la suite. Tout à l'heure, j'ai vu passer quelqu'un dans le chat qui disait que son dossier avait été refusé parce qu'elle n'avait pas de business plan. Et un business plan, c'est vraiment la base de tout projet. Et encore une fois, c'est le genre de choses qu'on ne délègue pas. Ce n'est pas votre comptable qui va faire votre business plan. C'est vraiment vous qui allez faire votre business plan. Et il faut vraiment avoir une connaissance pointue et précise des indicateurs que vous allez mettre dans le business plan. Alors, on dit le mot business est pas cool. Oui, effectivement. Alors, à une époque, on disait plan d'affaires. Je ne sais pas si vous préférez plan d'affaires, c'est la même chose. Hein. C'est la traduction littérale. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, il va falloir sortir ce business plan. Il va falloir aller le défendre et il va falloir y croire parce que ça va vraiment être votre boussole pour les premières années de votre entreprise. Les 3 premières années de votre entreprise, c'est écrit dans votre business plan. C'est ce qui va vous donner les indicateurs pour savoir si oui ou non vous êtes dans les clous. Vous allez devoir le réajuster, vous allez devoir l'adapter, le piloter pour réussir à survivre à ces 3 premières années et à vivre de manière confortable et à vous rémunérer à votre juste valeur. Est-ce qu'il y a des modèles prédéfinis ? Oui, bien sûr, il y a des modèles prédéfinis parce que pareil, ça répond à un certain formalisme. Vous pouvez trouver sur le site de BPI, par exemple, des modèles gratuits qui sont très bien. Encore une fois, ce n'est pas la forme qui est importante, c'est ce que vous allez mettre dedans. Tout à fait. Et je vous mets là tout de suite le lien vers le site de la BPI avec voilà, des modèles de business plan. Alors, Tiffany dit que ça lui paraît insurmontable de faire ça seule. Ça tombe bien, Tiffany, parce que ce qu'on vous dit depuis le début, c'est que vous n'êtes pas censé faire ça seul, vous êtes censé vous faire accompagner pour le faire. Et quand je vous dis, il faut que ça soit vous qui fassiez votre business plan, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit votre comptable, mais en revanche, se faire accompagner, c'est normal. Suivre des formations pour apprendre à faire un business plan, c'est normal. Encore une fois, personne se réveille le matin avec la science infuse en disant je sais exactement comment faire un business plan. Non, bien sûr, tout le monde apprend à faire un business plan, surtout que c'est assez précis, ça répond à un certain formalisme, mais en aucune façon, il est question de le faire seul. Il faut que vous fassiez accompagner et surtout que vous compreniez
quels sont les différents mécanismes qui mènent au business plan. Et je voudrais juste rajouter, Anne, que à l'ADI, nous avons un espace en ligne qui s'appelle «Je construis mon projet» d'entreprise. Et là, vraiment, c'est très simple, comme elle a dit, hein, on le rend vraiment, voilà, pas insurmontable, comme a dit une participante. Donc, via cet outil, je vous mets le lien dans le chat, vous pourrez vraiment aller commencer à construire votre business plan d'affaires, comme vous voulez. Donc, voilà, il y a 4 parties. Une partie sur, voilà, vous dites, voilà en quoi consiste votre projet. Une deuxième partie, vous faites une petite étude de marché. Ensuite, vous chiffrez votre projet et vous essayez de voir quelle démarche administrative à effectuer. Donc, à la fin, vous pourrez même télécharger votre petit business plan en ligne. Donc, voilà. Donc, ce sera un espace à vous pour construire votre projet de A à Z. Je vous ai mis le lien dans le chat. Comme ça, vous pourrez avancer à votre rythme. Super, merci beaucoup. gratuit. Oui, il y a des outils gratuits, comme je disais tout à l'heure, sur le site de la CCI, par exemple, sur le site de l'ADI, sur le site de la BPI. Il y en a un certain nombre. Je voyais tout à l'heure passer dans le chat quelqu'un qui disait qu'il fallait avoir un business plan pour avoir un premier rendez-vous à l'ADI. Tu me confirmes, Mounis? Ça me paraît assez logique parce que quand on est dans le déroulé, effectivement, il faut avoir un business plan avant de demander des financements, on est d'accord. Mais par contre, l'ADI peut accompagner même en amont des financements. Tout à fait. Il faut quand même avoir en tête de combien on a besoin par rapport à son projet, mais on vous accompagne à avoir vraiment une idée beaucoup plus précise de ce que vous voulez faire. Après, voilà, on est plus dans l'effectuation. On ne va pas demander de construire un business plan de A à Z pour vous financer. Voilà. Je vois quelqu'un qui parle du choix du statut. Effectivement, le choix du statut, comme a répondu Lise de l'équipe actionnelle, c'est à l'étape suivante. Toutefois, il faut quand même être bien conscient que ces différentes étapes-là, elles vont se suivre ou se chevaucher très légèrement, parce qu'effectivement, le choix du statut juridique de l'entreprise va influencer d'une certaine façon sur le chiffrage de son projet. Selon le statut juridique qu'on choisit, on ne va pas se rémunérer de la même façon. Donc, en fait, il faut avancer sur les 2 dossiers en même temps, de même que les financements qu'on verra entre les deux, pareil, vont influencer plus ou moins sur le chiffrage de son projet. Donc, il faut chiffrer son projet en premier lieu, parce qu'on ne va pas aller voir l'ADI ou aller voir une banque pour dire « Bonjour, j'ai besoin d'argent, mais je ne sais pas combien ». Personne ne vous répondra, c'est certain. En revanche, selon les réponses aux demandes de financement que vous avez, bien sûr qu'il va falloir ensuite réajuster votre business plan. Si c'est OK pour tout le monde, on va passer à l'étape suivante. Après le chiffrage, donc, il va falloir financer son projet. Voilà. Là, c'est vraiment le nerf de la guerre. En général, c'est l'étape qui fait peur. C'est vrai que l'accès aux banques peut être plus difficile en 2024 qu'elle l'était en 2019. On ne va pas se voiler la face. Toutefois, les banques financent des projets solides qui soient portés par des femmes ou par des hommes. On ne va pas se dire c'est parce que je suis une femme que j'ai pas obtenu mon financement. Non, c'est peut-être parce que ton projet n'était pas suffisamment solide que tu n'as pas obtenu ton financement. Mais n'importe qui avec un projet solide, quel que soit son origine, quel que soit son lieu d'implantation, quel que soit son genre, peut obtenir un financement à partir du moment où le dossier est solide et à partir du moment où il se fait accompagner. Je réponds à une question qui vient juste de passer et à laquelle j'ai déjà répondu, mais je le répète, si on n'a pas besoin de financement, on doit faire un business plan pour soi-même. Parce que c'est le business plan qui va vous faire votre feuille de route et qui va vous rassurer et qui va faire tomber les craintes dont on parlait au début. Donc, le business plan, c'est important pour les banques, c'est important pour vos partenaires, c'est important pour vos fournisseurs et c'est important pour vous. Voilà. Donc, au niveau du financement, le plus important ou la première pierre de l'édifice, c'est l'apport personnel. C'est un peu comme quand on achète un appartement. L'apport personnel, c'est indispensable pour faire face aux premières dépenses et justement aller solliciter des financeurs. Moi, je me souviens quand j'ai créé ma première entreprise, il y a de ça une dizaine d'années, la première banque que je suis allée voir, j'avais pas d'apport personnel parce que j'avais pas bien réfléchi mon projet. Et du coup, le banquier m'a dit cette phrase qui m'est restée vraiment gravée en tête, c'est « Mais mademoiselle,
comment voulez-vous que moi, j'investisse sur vous alors que vous-même, vous ne voulez pas investir sur vous? Donc, l'apport personnel, ça peut être tout petit, mais c'est vraiment ce qui va prouver que vous croyez suffisamment en votre idée pour mettre des sous dessus. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, mais en plus, ça va être indispensable pour vraiment faire les premières dépenses, parce qu'avant d'aller chercher des financements, vous allez avoir besoin de faire face à des premières dépenses, et ces premières dépenses-là, ça va pas pouvoir être financé par autre chose. Donc l'apport personnel, c'est vraiment ce qui va faire levier pour aller chercher des financements. Et je passerai la parole à Winnie tout à l'heure et qui pourra vraiment en parler mieux que moi. Mais cet apport personnel, quand il est faible, il y a beaucoup d'organismes, comme l'a dit, qui vont pouvoir venir faire levier sur cet apport personnel faible pour faire des prêts d'honneur, pour faire du microcrédit, pour justement venir gonfler cet apport personnel. Et après, on va pouvoir aller toucher des banques classiques, on va pouvoir aller toucher d'autres levées de fonds. Et enfin, la dernière étape, ça va être également les aides et les concours, les aides publiques et les concours. Il y en a adapté à tous les projets. Chez Actionnel, on a un qui s'appelle le Challenge Ambitionnel, qui a lieu tous les ans depuis une quinzaine d'années, et où il y a à peu près 20 000 € de dotation tous les ans qu'on distribue aux jeunes porteuses d'entreprises pour venir justement créer leur projet et monter leur projet. Donc c'est en plus, une fois qu'on a fait un dossier de concours, on les a tous faits parce qu'on nous demande toujours la même chose. On nous demande une présentation et, je vous le donne en mille, un business plan. Ça sert aussi à ça, les business plans, à aller débloquer des concours. Et donc, voilà. Donc, ce genre de choses, ça peut justement venir remplacer un apport. Je vois des gens dans le chat qui disent, si on n'a pas d'apport, justement, si on n'a pas d'apport, il faut d'abord trouver quelque chose qui remplace cet apport. Ça peut être une aide, ça peut être un concours, ça peut être un microcrédit, ça peut être un prêt d'honneur de la part de France Initiative ou autre. Et ça va justement venir nous aider à gonfler cet apport personnel. J'ai également vu passer quelque chose dans le chat qui disent que les chiffres prouvent que lorsqu'on est une femme, c'est plus difficile d'obtenir un financement. Alors, je suis sûre que vous avez pu le lire quelque part, c'est le genre de choses qu'on entend parfois. Chez Actionnel, depuis une dizaine d'années, on a un webinaire le 8 mars, le jour du 8 mars, on a Femmes parler d'argent sans tabou, où il y a justement la BPI qui vient, la Fédération bancaire française, l'ADI, et plusieurs banques qui viennent justement expliquer comment monter un dossier de financement, comment lever des fonds et comment faire tout ça quand on est une femme. Et clairement, le fait qu'on soit une femme n'impacte pas tant que ça la demande de financement. Ce qui va impacter, c'est la taille du projet et la solidité du projet. En revanche, c'est vrai que les chiffres de la BPI ont tendance à dire que les femmes vont monter des projets plus petits et donc avoir des financements plus petits. Mais à taille égale et à projet égal, on ne va pas vous refuser un financement parce que vous êtes une femme. Winnie, je te laisse tout nous expliquer sur comment faire quand on n'a pas d'apport et qu'on veut quand même monter sa boîte. Écoute, Anne, on fait appel à l'ADI. Alors, donc pour l'ADI, il s'agit d'un microcrédit qui est accompagné. Donc, comme on disait, nous, on ne se contente pas de se dire, OK, vous avez besoin d'argent pour monter votre entreprise, pour développer votre entreprise. Voilà, on vous le donne et on ne vous accompagne pas. Donc, nous, on accompagne vraiment avant, pendant et après, du coup, le financement. Donc, comment ça se passe? Il y a un premier contact avec l'ADI, vous appelez, vous allez voir dans une agence près de chez vous. Et donc, en fonction, voilà, si vous n'avez vraiment pas besoin d'accompagnement, on ne va pas vous forcer. Donc, on fait le financement, on évalue quand même le besoin. Peut-être que vous dites, ah, mais moi, j'ai besoin de 2 000 €, surtout si vous sous-évaluez votre besoin. Donc, on revoit votre plan de financement avec vous. On dit, ah, peut-être pas 2 000, mais 2 500 ou voilà. En tout cas, on revoit ça avec vous pour faire en sorte que ce soit vraiment juste. Ou peut-être même que vous dites, ah, mais en fait, j'ai besoin de 20 000 €. En fait, non, pas du tout. Vous en avez besoin de 12 000 ou 10 000. Voilà. Donc, c'est un accompagnement sur mesure. Et si vous avez vraiment besoin, avant même de vous lancer 1 mois avant ou 2 mois avant, vous avez besoin d'accompagnement, on a une petite formation
très, très courte qui s'appelle «J'entreprends avec l'ADI» pour vraiment se conforter dans son idée d'entreprendre et revoir les bases de l'entrepreneuriat. Il y a un accompagnement individuel, il y a un atelier chiffrage de projet. J'ai vu, il y a pas mal de réponses enfin, de questions sur ce qui me bloque, c'est comment chiffrer mon projet. Il y a un atelier chiffrer mon projet. Il y a la plateforme, je vous ai envoyé le lien, je construis mon projet en ligne. Il y a des vidéos e-learning sur adi.org. Il y a vraiment beaucoup d'accompagnement et adapté aux besoins des personnes que nous accompagnons. Il y a même un accompagnement tremplin vraiment pour vous accompagner dans vos démarches administratives, pour vous formaliser. Voilà. Il y a aussi, du coup, après, il y a le financement. Donc, il y a, à l'ADI, on a un microcrédit professionnel, donc pour des porteurs de projets, des porteurs et porteuses de projets qui souhaitent créer ou développer leur entreprise. Ça va jusqu'à 12 000 euros. Il y a un financement mobilité, donc c'est vraiment pour les personnes qui sont en emploi, qui souhaitent acheter un véhicule, ou même des personnes qui souhaitent passer le permis de conduire, déménager pour se rapprocher de leur emploi. Il y a aussi des offres de micro-assurance. Voilà, et bien sûr, c'est pas parce qu'on vous finance qu'on vous dit: «Bon voilà, débrouillez-vous». Il y a tout l'accompagnement, même après le financement. On est là à vos voilà, si quand vous avez besoin de l'ADI, vous pouvez faire appel à votre conseiller, à des bénévoles qui sont là pour vous aider. Donc, c'est vraiment sur tous les aspects. On a un service hotline avec des experts dans le domaine commercial, juridique, fiscal. Si vous avez des besoins, vous faites appel à eux. Et ce qui est top, c'est qu'on a des bons plans avec des entreprises, soit des entreprises pour vous aider avec la communication, des entreprises comme Freebie.me pour vous aider à gérer votre activité en ligne. Vraiment, des bons plans qu'on négocie avec ces entreprises-là, ces structures, pour faire en sorte que nos clients puissent bénéficier d'offres de préférence sur les tarifs. Voilà, donc on a les webconférences que nous organisons régulièrement, ouvertes à tout le monde. On a même des clubs ADI mixtes, donc pour les hommes, enfin les femmes, les hommes, mais aussi des clubs non mixtes, donc que pour les femmes, pour se rencontrer, échanger, networker et voilà, apprendre les unes sur les autres et traiter de sujets clés. Donc voilà, et même des ateliers solutions commerciales pour comment trouver un client, comment développer son entreprise. Donc c'est vraiment varié et ça répond vraiment aux besoins des porteuses et porteurs de projets. Donc voilà. Et comme je le disais, pas d'exigence d'apport personnel pour avoir un microcrédit à l'ADI. C'est un prêt qui va jusqu'à 12 000 euros pour les créatrices d'entreprise ou les chefs d'entreprise. Donc, on intervient au démarrage d'activité ou en développement de l'activité même. Voilà, donc, et c'est un prêt qui est adapté à votre projet avec des échéances en adéquation avec votre budget. Donc, vous faites le prêt, vous commencez à payer le mois prochain ou voilà, à voir avec votre conseiller s'il peut y avoir un différé. Donc, notre taux d'intérêt, c'est de 9,87 avec la possibilité de coupler avec un prêt d'apport en capital ou prêt à taux zéro. Donc, voilà. Notre principale condition, c'est qu'il y ait une personne de votre entourage, une personne physique qui dit: «Ah ben voilà, Anne, elle souhaite faire un prêt, je crois en elle, je me porte garant sur une partie du prêt». Voilà, et on finance vraiment tout secteur d'activité, tout type de statut et pour tous les besoins. Voilà, et on finance même des personnes qui sont fichées à la Banque de France. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Inis, c'était hyper clair. Donc, pour repositionner sur où est-ce que l'ADI intervient dans les financements, c'est vraiment sur cette partie 2. J'ai entendu microcrédit, j'ai entendu prêt à 0% aussi en capital pour venir augmenter les capitaux de l'entreprise. Et donc, est-ce que ça peut être cumulable également avec un financement bancaire? D'abord, on fait un microcrédit à l'ADI et après, on va chercher des financements quand son entreprise se développe? Alors, pour les financements bancaires, on parle de financement, de banque traditionnelle? Oui. Comment? Alors, on conseille toujours aux personnes qui viennent nous voir d'aller d'abord voir les banques. Voilà. OK. Nous, notre particularité, c'est vraiment de financer des personnes qui n'ont vraiment pas accès à un financement bancaire. C'est-à-dire, si vous venez vers l'ADI, on vous dit: «Est-ce que vous êtes allé voir une banque?» Vous nous dites: «Non», on vous dit: «Allez d'abord voir la banque». Et si vous allez voir une banque et que vous avez eu un refus, vous pouvez revenir nous voir.
Ok, Voilà. c'est très clair. Il y a quelqu'un qui parle de cagnotte en ligne. Effectivement, la cagnotte en ligne, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding ou le love money. Vous n'allez pas, enfin, je parle sous le contrôle Winnie, vous n'allez pas financer la totalité d'un projet avec une cagnotte en ligne, c'est pas possible. En revanche, ça peut venir renforcer un apport personnel un petit peu faible pour pouvoir ensuite se lancer et aller chercher un microcrédit. Bon, Donc, je pense que nous, on va vraiment se baser sur le concret, c'est-à-dire, voilà, la personne a besoin de quoi de combien sur le moment et comment on peut l'aider. Donc, parce que, enfin, pour une cagnotte, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, mais ça, nous, on ne va pas empêcher quelqu'un qui vient nous voir, on ne va pas lui dire ne faites pas de cagnotte en ligne. Voilà. je crois que Valérie n'a pas bien entendu ce que tu as dit tout à l'heure, Winnie, parce qu'elle demande si vous accompagnez également les personnes qui sont fichées à la Banque de France. Et je crois que tu as dit oui, c'est ça? Oui, oui, on a même la possibilité d'accompagner quelqu'un voilà, fichage bancaire. Ok. Donc, voilà pour la partie financement. On va passer à la 5e étape du projet qui est choisir sa structure juridique. Donc, dans les faits, dans la réalité, ça se passe en même temps. C'est quelque chose à laquelle vous allez commencer à réfléchir dès le départ, au moment où vous faites votre étude de marché, votre business plan, parce que ça va ensuite influencer sur votre rémunération. Donc, il y a plusieurs questions à se poser pour choisir sa structure juridique. Déjà, il va falloir savoir si vous voulez créer seul ou créer à plusieurs. Ça ne va pas être la même chose. Ensuite, est-ce que vous allez vouloir être salarié de votre propre structure ou est-ce que vous allez vouloir être un TNS, c'est-à-dire un travailleur non salarié et vivre des dividendes de votre entreprise? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous ai fait une liste comme ça. De votre choix de statut juridique va dépendre, enfin, le choix de votre statut juridique va influer sur votre statut juridique et sur votre protection sociale par la suite. On ne peut pas répondre lors d'un webinaire à une question aussi complexe. C'est vraiment votre avocat, votre expert comptable ou un réseau d'accompagnement qui va regarder au cas par cas quelle est votre situation personnelle, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, qu'est-ce que fait votre conjoint, est-ce qu'il a une autre entreprise, vraiment pour pouvoir protéger votre patrimoine et protéger votre personne pour connaître la meilleure structure juridique qui soit. On me pose la question, et la micro? C'est une très bonne question. Vous avez vu que dans cette liste-là, j'ai volontairement oublié la micro-entreprise. Pourquoi? Parce que dit micro-entreprise, dit micro-fiscalité, micro-imposition. Vous avez des plafonds de chiffre d'affaires en micro-entreprise. Et je ne peux pas ouvertement vous souhaiter de créer une micro-entreprise et de rester en micro-entreprise pour le restant de votre vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une solution pérenne qui va vous permettre de vivre confortablement de votre activité. La micro-entreprise, c'est super, c'est une très bonne invention pour tester son idée, c'est une très bonne invention pour avoir une activité annexe, pour faire un complément de revenus quand on est à la retraite ou quand on est salarié, etc. C'est top. Mais quand vous êtes en micro, vous n'avez pas ou peu de protection sociale et vous n'êtes pas suffisamment protégé pour pouvoir en vivre toute votre vie. Donc, la micro, si vous êtes hyper pressé, que vous avez des clients à satisfaire tout de suite et que vous avez vraiment besoin d'immatriculer tout de suite pour pouvoir répondre à des commandes, allez-y, créez en micro. C'est rapide, c'est facile, ça s'ouvre tout seul, etc. Pour un projet d'entreprise qui va vous occuper un certain nombre d'années et avec lequel vous allez vraiment créer de la valeur et créer votre propre emploi, pourquoi pas créer l'emploi d'autres personnes? La micro, ce n'est pas une solution. Et est-ce qu'on peut changer son statut après la micro-entreprise? Oui, bien sûr, on peut changer son statut, quel que soit ce qu'on a créé. Après, il faut réfléchir. Alors, changer d'une micro vers autre chose, ça se fait relativement facilement parce que la micro se crée très facilement et se clôture très facilement. Quand on va créer une SASU, par exemple, une SASU, il va vous falloir un avocat pour rédiger des statuts. En général, ça a un coût de dépôt au greffe et puis ça a un coût d'avocat aussi. Donc, du coup, on va vous demander quand même de bien réfléchir avant de créer votre SASU parce que du coup, bien sûr que vous pouvez changer, vous pouvez toujours changer, mais les frais que vous aurez engagés, les frais d'avocat que vous aurez engagés pour créer votre SASU,
si vous changez de statut 2 ans plus tard, ça sera perdu. Ça sera de l'argent que vous ne reverrez pas, des frais de création que vous ne reverrez pas. Donc, du coup, quand on choisit sa structure juridique, c'est vraiment, on essaye de se projeter à plusieurs années pour savoir vraiment quel est le meilleur statut pour ça. Et comment alors, j'ai vu passer une question, je m'arrête un petit peu. Apparemment, Winnie, vous avez une webconférence demain sur le sujet choisir sa structure juridique. C'est peut-être organisé par l'ADI. En tout cas, nous, chez Actionnel, dans notre parcours d'accompagnement, on a un module entier qui est lié au choix de la structure juridique. Donc, c'est quelque chose qui dure 4 heures avec une étude. Enfin, on prend vraiment votre cas particulier et on essaye de voir ensemble quel est le meilleur statut pour vous. Mais peut-être qu'il y a une webconférence de l'ADI sur ce sujet, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Demain, demain à 14h30, on a comment choisir son statut juridique, webconférence avec l'ADI. Oui, c'est ça. Et on a même vendredi, bon là c'est autre chose, sur l'immatriculation et la protection sociale avec l'URSSAF, vendredi à 14h30. Voilà. Alors, on me demande, il y a plusieurs personnes qui demandent est-ce qu'on peut créer une SASU sans avocat, ou alors qui me disent qu'ils ont créé des SASU sans avocat. Oui, bien sûr, vous pouvez toujours créer une SASU sans avocat, mais dans ce cas-là, il faut vraiment vous poser la question de votre protection. C'est-à-dire que on peut maintenant, en 2024, trouver des modèles gratuits ou presque gratuits pour à peu près n'importe quoi sur Internet, des modèles de business plan, des modèles d'études de marché, des modèles de statut de SASU. Il faut vraiment après se poser la question comment ça s'adapte réellement à mon cas et quelle est la protection que ça m'apporte. Parce que des statuts, ça reste contractuel. C'est ce qui va devenir de votre patrimoine si jamais vous partez en dissolution ou quoi ou qu'est-ce. C'est ce qui va aussi régir les relations que vous avez avec vos associés. Donc, en général, ça ne se fait pas à la légère et ça ne se fait pas avec un modèle Internet. Et on me demandait également, est-ce qu'on peut avoir des employés en micro ? Je ne vais pas trop m'avancer sur la question, mais il me semble que non. Donc vraiment, pour moi, la micro, c'est vraiment quelque chose de transitoire et qui n'est pas fait pour durer dans le temps. Donc, si vous avez pour ambition, et je vous le souhaite vivement, d'embaucher du monde, c'est pas la solution qui vous conviendra. Hop, on passe à la 6e et enfin dernière étape, qui est normalement le début de tout. C'est la dernière étape, mais c'est vraiment le commencement. C'est créer son entreprise à proprement parler. Ça veut dire immatriculer, avoir un numéro de SIRET, pouvoir facturer ses clients, signer son bail commercial. Si vous avez une boutique, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire tant que vous n'avez pas immatriculé votre société. Réserver son nom de domaine, déposer sa marque à l'INPI. On parlait des brevets tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui posait la question, faut-il déposer des brevets, faut-il déposer sa marque? Oui, vous pouvez le faire, ça dépend. Encore une fois, il faut se renseigner, savoir si c'est judicieux ou pas judicieux. Nous, on a un accompagnement en droit de la propriété intellectuelle sur ce sujet-là qui pourra vous dire est-ce que ça vaut le coup de déposer votre marque et surtout dans quelles circonstances déposer votre marque, parce que vous savez qu'à l'INPI, il y a différentes catégories, donc il faut bien choisir sa protection. Et enfin, le plus important, trouver ses clients, ça veut dire pitcher son idée, démarcher, faire de la prospection commerciale et savoir transformer ses clients pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans son plan d'affaires. Maintenant, je vous rappelle les différentes étapes. Petit 1, petit 2, l'étude de marché. Petit 3, le chiffrage. Petit 4, le financement. Petit 5, le choix de statut juridique. Et petit 6, l'immatriculation, la création. Avec Winnie, on serait super contente que vous nous disiez, avec un chiffre dans le chat, à quelle étape vous en êtes. On peut faire des sondages là, Winnie. Hein. Attention, ça... Ah, ça remonte vite, hein. J'ai déjà 160 messages non lus. Je peux passer pas mal d'étapes 6. Félicitations, super. Ça veut dire que vous êtes incollable sur l'étude de marché, le business plan. Ça fait plaisir. Quelques étapes 3 au niveau du chiffrage. Ça coince souvent le chiffrage. Hein.
Si le nom a été réservé par un nom de domaine, est-ce que c'est valable? Non, ce n'est pas un dépôt de marque. Vous avez acheté votre nom de domaine, ça veut dire que personne ne pourra vous le piquer. En revanche, quelqu'un peut créer une boutique avec ce nom-là, ce n'est pas valable. Ah, une étape 0, ça veut dire que vous n'avez pas d'idée? Entre 1 et 3, ok, super. Entre 2 et 3, donc entre l'étude de marché et le chiffrage. Super. Eh bien, très bien. On me demande quel statut a par la micro quand on est salarié, c'est-à-dire pour avoir une activité peut-être annexe, j'imagine, si vous voulez garder votre activité salariée. Effectivement, dans ce cas-là, la micro est tout indiqué, ou alors tout ce qui est coopérative d'entreprise, portage salarial, ça peut être pas mal aussi pour tester son idée. Faut-il avoir immatriculé l'entreprise pour réserver son nom de domaine? Non, vous pouvez le réserver en nom propre, et pour déposer à l'INPI, vous pouvez le déposer en nom propre également. Hop. En tout cas, merci pour tous ces retours. C'est super intéressant. Du coup, je vais répondre à pas mal de questions qui m'ont été posées un petit peu plus tôt, notamment l'accompagnement et le coût de l'accompagnement. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Donc, nous, Actionnel, invités par l'ADI aujourd'hui, on est donc un réseau de femmes chefs d'entreprise et d'accompagnement à la création d'entreprise. On existe depuis 30 ans. On a été créé en 1994. Je suis sûre qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'étaient même pas nés. Moi, j'étais déjà née, mais je n'étais pas encore chef d'entreprise. Donc, on a été créé à Lyon en 1994. On accompagne à peu près 500 femmes par an partout en France avec une offre digitale qui couvre toute la France. Et on a une offre physique à Lyon, là où je suis placée, à Paris et en Nouvelle-Aquitaine, plus précisément à Bordeaux. Les 3 piliers d'Actionnel sont le réseautage, parce qu'on est vraiment à la base un réseau de femmes chefs d'entreprise. Donc, on est à l'époque, il faut se replacer dans le contexte. 1994, être une femme chef d'entreprise, c'était quand même pas évident. Donc, c'est vraiment un noyau dur de femmes chefs d'entreprise qui ont décidé de se regrouper pour échanger sur leurs bonnes pratiques, pour créer des synergies business, pour pouvoir travailler ensemble et mettre leur croissance, leurs priorités. Donc, on fait du réseau pour élargir son carnet d'adresses lors d'événements. On a une communauté qui permet de resserrer les liens, d'échanger, de rompre la solitude de la femme chef d'entreprise. Et on fait également de l'accompagnement. C'est ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner à travers toutes les étapes de la création de votre entreprise pour développer vos compétences grâce à des entretiens et à des formations. Donc, justement, l'accompagnement, comment ça se passe chez Actionnel? Il y a un premier entretien diagnostic. C'est de ce dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment l'adéquation entre vous et votre projet. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont vos besoins? Quels sont vos points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Et quels sont vos points faibles qu'il va falloir travailler? Chez Actionnel, vous avez également accès à un pôle d'experts, un peu comme chez l'ADI, comme le disait tout à l'heure Winnie. En fait, on a un réseau. Donc, dans notre réseau, on a des avocats, on a des notaires, on a des experts comptables, on a des architectes. J'ai l'habitude de dire que quelle que soit la question que vous vous posez lors de votre création d'entreprise ou dans vos jeunes années de chef d'entreprise, il y a forcément un membre d'Actionnel quelque part qui a la réponse parce que c'est son métier ou parce qu'elle est déjà passée par là. Donc, en fait, quand vous rentrez chez Actionnel, vous avez le droit de faire appel aussi souvent que vous le souhaitez à ce pôle d'experts pour faire relire vos contrats, pour faire relire votre business plan, pour venir aller chercher l'expertise des autres membres d'Actionnel auxquels vous n'avez pas forcément accès. On a également des formations qui sont finançables Calliope et on a des ateliers de co-développement. Ça va être des ateliers pitch, des ateliers de posture entrepreneuriale, des ateliers pour faire de la prospection commerciale. Et tout ça, c'est des ateliers en présentiel, soit à Lyon, soit à Paris, qui sont gratuits, inclus dans l'adhésion Actionnel. En ce qui concerne le parcours, le parcours d'accompagnement aux porteuses de projets, c'est un petit peu les mêmes étapes que je vous ai détaillées tout à l'heure. Nous, on prend les personnes depuis l'idée jusqu'à l'immatriculation. C'est un parcours qui dure 4 mois, qui a 45 heures de formation
en ligne. Donc, c'est pour ça qu'on couvre vraiment toute la France. On a des stagiaires qui viennent de toute la France et c'est pas un parcours où vous venez picorer. C'est-à-dire que vous rentrez au début et vous ressortez à la fin et on accompagne vraiment tout le monde du début à la fin et c'est le même groupe de personnes qui vous suit du début à la fin. La particularité d'Actionnel, on parlait des différences entre les différents réseaux d'accompagnement tout à l'heure. Alors, je ne connais pas les différents réseaux d'accompagnement, mais en tout cas, je connais les particularités d'Actionnel. C'est qu'on n'a pas de formateurs qui sont uniquement des formateurs. En fait, on a des experts dans leur domaine et par exemple, le module business plan va être dispensé par une expert comptable. Le module juridique va être dispensé par une avocate. C'est vraiment des gens qui sont dans la vie active, qui sont sur le terrain et qui vont pouvoir vous transmettre les clés de comment ça se fait dans la réalité. Et en fait, le principe du parcours création, c'est un mélange entre de l'accompagnement collectif et individuel. Par exemple, le module 2, le module études de marché, on va vous apprendre à faire une étude de marché, on va vous donner des grandes lignes, on va vous expliquer comment ça fonctionne, on va vous donner un modèle. Après, vous allez avoir du temps de travail individuel pour faire votre étude de marché. Et après, vous allez avoir une relecture individuelle de votre étude de marché pour valider que ce que vous avez fait, c'est bon, c'est solide et qu'on peut passer à autre chose. Et ainsi de suite pour tout ça. Donc, nous, on a 4 parcours créa qui partent par an. Le prochain est en février, le suivant sera au mois de juin. C'est 8 personnes à chaque fois, c'est vraiment des toutes petites groupes et on limite pour que ça soit vraiment une prise en charge individuelle. Ça coûte 990 € pour ceux qui se demandent combien ça coûte et c'est finançable Calliope, donc par vos OPCO pour ceux qui sont salariés ou par Pôle emploi pour ceux qui sont inscrits à Pôle emploi. Le CPF, c'est pas pour ce genre de formation-là. Le CPF va financer des formations métiers pour vous apprendre un savoir-faire métier. Nous, c'est une formation posture entrepreneuriale qui ne rentre pas dans le cadre du CPF. Mais pour Pôle emploi, oui. Et pour ceux qui cotisent à l'OPCO, donc ceux qui ont déjà immatriculé leur entreprise ou alors qui sont encore salariés d'une autre entreprise, également. Comment se faire financer par Pôle emploi? Il faut tout simplement en parler à son conseiller, lui dire que vous avez trouvé une formation pour intégrer, pour créer votre entreprise. Et après, il y a un dossier à monter, on vous accompagne là-dedans. Et oui, c'est encore possible pour février, il reste 2 places, donc on vous donnera les coordonnées, nos coordonnées par la suite pour ceux qui veulent nous rejoindre pour le mois de février. Ça commence, je crois, la semaine du 26 février. Donc, on a encore 15 jours. Hop, ensuite, on a autre chose pour les jeunes pousses, donc pour ceux qui ont déjà immatriculé et qui veulent continuer à avoir un suivi individuel avec des rendez-vous réguliers pour se fixer des objectifs commerciaux et réussir, savoir si on colle au fameux business plan. Une fois qu'on a rempli toutes ces cases de business plan pour être sûr que les chiffres qu'on a dans notre business plan soient toujours bons. Et ça, je passe assez rapidement parce que d'après les questions qu'on a eues tout à l'heure, je crois qu'on a plus des porteuses de projets que des personnes déjà immatriculées. Donc, je passe rapidement dessus. Et enfin, Actionnel, si vous êtes à Lyon ou à Paris, c'est également une communauté, donc c'est-à-dire un groupe privé sur LinkedIn, des newsletters, un annuaire des membres pour pouvoir rentrer en relation les unes avec les autres, poser vos questions et échanger sur la création d'entreprise et sur comment avancer sur son projet, trouver éventuellement des synergies, des partenariats ou des associés. Et c'est également des événements networking, des petits déjeuners, des soirées et des speed meetings pour rencontrer justement, pourquoi pas son futur expert comptable ou sa future avocate ou ses futurs clients. Et donc, on est une association, on fonctionne comme une association avec une adhésion à l'année de date à date qui regroupe tout ce que je viens de vous dire avec l'entretien diagnostic, le pôle expert et les ateliers pitch, les ateliers de co-développement, les événements, les conférences, etc., etc. Si vous êtes sur une autre ville que Lyon, Paris et Bordeaux, vous n'aurez pas accès au networking, vous n'aurez pas accès aux ateliers en présentiel. En revanche, toute notre offre d'accompagnement et de suivi, que ce soit le parcours création ou le parcours jeune pousse, se fait en distanciel. Et on a des stagiaires de toute la France. Est-ce que j'ai été claire, Winnie ? Je trouve ça particulièrement intéressant, l'annuaire.
Je pense Oui, que, l'annuaire, c'est super oui, intéressant, d'autant que c'est un service qui est souvent payant. En fait, il y a des gens qui payent pour faire partie de l'annuaire sur internet. Nous, c'est un service qui est inclus dans l'adhésion et l'annuaire est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a que les membres actionnels qui sont dans l'annuaire, mais par contre, n'importe qui peut vous trouver. Donc oui, déjà, ça fait une espèce de mise en avant de nos membres. On le fait à travers l'annuaire, mais aussi à travers les portraits d'adhérentes sur nos réseaux sociaux, etc., etc. Ça vous permet de présenter euh, votre, euh, votre activité à une sacrée communauté. Mais aussi, ça vous permet, moi, je me souviens quand j'ai créé ma première entreprise, quand il faut choisir un expert comptable ou quand il faut choisir une architecte pour décorer sa boutique, à part chercher sur Internet et prendre le premier venu, c'est quand même très difficile. On ne sait pas qui choisir quand on n'a pas de relation. Le fait de choisir quelqu'un qui fait partie du même réseau, c'est quand même un gage qu'on partage les mêmes valeurs et qu'on nage dans la même direction. Et puis, en général, il y a quand même une certaine solidarité entre actionnaires qui fait que, voilà, si on vient du même réseau, on a déjà quelque chose en commun. Et du coup, c'est une bonne base pour travailler ensemble. tout à fait. Oui. Alors, petite question, est-ce qu'on va recevoir le PowerPoint? Alors, Euh, j'avais répondu à cette question tout à l'heure pendant que tu n'étais ah, pas là, Winnie. J'avais dit qu'il y aurait d'accord. un replay, c'est bien ça, mais par contre, Oui, il n'est il pas y a le prévu replay. qu'on envoie le PowerPoint, mais vous pourrez revisionner le replay avec le Oui, PowerPoint tout dessus. à fait. C'est pas prévu, mais après, si vous êtes intéressé pour recevoir le PowerPoint, parce qu'on ne va pas embêter tout le monde et faire un mail groupé à toutes les personnes en disant voici le lien vers le PowerPoint. Mais voilà, si vous voulez le PowerPoint, n'hésitez pas du coup à nous écrire, enfin, je vous mets mon adresse email. N'hésitez pas à m'écrire et je vous enverrai le PowerPoint. Voilà, juste un petit mail et je vous envoie le PowerPoint. Il y a des questions également sur les Je vous ai créneaux mis mon horaires mail et sur sur le le parcours PowerPoint. création. Alors, l'adhésion annuelle, non. L'adhésion annuelle, c'est de 170 € par an, n'est pas financée par Pôle emploi parce que c'est vraiment une adhésion à un réseau qui n'est pas une formation. Pôle emploi va vous financer la formation, mais pas l'adhésion. Sur les créneaux, donc, c'est 45 heures en distanciel. On vous donne, dès le départ, on vous donne les horaires. En général, c'est sur des matinées où il faut être là physiquement présent derrière son ordinateur avec des horaires précis de 9 h à 13 h en général. On a pas mal de gens qui suivent le parcours alors qu'ils sont encore salariés parce que ça se case assez bien dans ces 8 demi-journées étalées sur 4 mois. Donc, ça se case assez bien avec les RTT et les jours de congé, etc., etc. Et pour répondre à une autre question, donc le prochain fin février et ensuite, elle sera au mois de juin. Super. Écoutez, vous étiez vraiment très, très active. On espère qu'on a quand même répondu à la majorité de vos questions. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez On pas. vous met l'adresse de contact pour recevoir des informations sur le parcours Créa dans le chat. Mmh, N'hésitez pas à revenir directement vers nous également pour intégrer éventuellement le prochain parcours. tout à fait, tout à fait. Merci. Alors, donc, si vous n'avez pas d'autres questions et pour terminer cette belle webconférence, voilà, enfin, comme vous le savez déjà maintenant, là, toute cette semaine, on est en campagne. Donc, si vous avez encore des questions, si vous avez plein d'interrogations, n'hésitez pas à participer à des ateliers, pas seulement aux webconférences, mais peut-être aller directement à la rencontre de nos équipes sur le terrain. Donc, participer à nos webconférences. Je suis sûre que vous pourrez trouver une agence de l'ADI. Là, c'est vraiment la semaine dédiée aux événements. Une agence de l'ADI près de chez vous qui organise un événement qui peut vous recevoir en direct et répondre à vos questions. Je crois que c'est ce qui est le plus efficace, vraiment de rencontrer les gens et de poser vos questions directement. Là, sur notre site internet, vous pourrez aller directement dans la rubrique accompagnement. Je vous mets le lien vers nos ateliers physiques. Et donc, vous rentrez juste votre code postal et vous avez les événements qui sont organisés près de chez vous. Donc, n'hésitez vraiment pas parce que c'est ce qu'il faut. Se faire accompagner pour avoir accès à un financement ou même si vous n'avez pas besoin de financement pour avancer dans votre projet et que ce soit pour avoir les compétences techniques voilà, sur tout ce qui est gérer ses démarches administratives, monter son business plan, mais aussi pour
avoir tout un réseau pour se constituer, tout un réseau et pouvoir vaincre des peurs. Par exemple, le syndrome de l'imposteur, on en parlait. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ce n'est jamais du temps perdu, jamais, jamais. Ou même, ce n'est jamais de l'argent perdu. Ça permet vraiment de bien démarrer. Donc, un grand merci à vous. J'espère vous revoir à une autre conférence. Merci beaucoup, Anne, d'avoir animé cette conférence, d'avoir accepté. Mais merci, Winnie. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, on se retrouve bientôt, au mois de Ben juin. oui, on a une autre conférence en juin. Je sais, alors, le sujet, c'est... Le réseau, l'importance du réseau. Oui, exactement. Donc, en juin, on a une webconférence vraiment. Là, on va parler que réseau. Donc, vous pourrez, d'ici juin, allez, même fin mai, allez sur notre site internet webconférence et vous pourrez vous inscrire à cet événement. Merci aussi à Lise qui a aidé à répondre aux questions. Oui, j'ai dit que vous pouvez avoir le support. N'hésitez pas à m'écrire. J'ai mis mon adresse email dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous envoie le support. Je ne vais pas envoyer un mail groupé car tout le monde n'a pas demandé, donc je ne veux pas vous embêter par mail. Donc, un petit mail et je vous envoie ça directement. Voilà. Merci beaucoup et on se dit à très, très bientôt. Bon courage et puis bonne continuation dans votre projet. Et bonne création. Au revoir. Tout à fait. Et le replay sera disponible d'ici à la fin de la semaine. Je vous le dis plus à la fin de la semaine, car on a énormément de webconférences et donc notre équipe doit faire le suivi pour mettre au fur et à mesure les webconférences qui arrivent. Donc, je préfère vous dire d'ici à la fin de la semaine pour ne pas non plus mettre la pression à ma collègue. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.